Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Évadé jeudi de la prison de la Croix-des-Bouquets, le puissant chef de gang Arnel Joseph a été tué ce vendredi dans la commune de l'Esther lors d'échanges de tirs avec des agents de la police nationale. La situation est actuellement sous contrôle à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, selon le Premier ministre Joseph Joute, qui annonce l'ouverture d'une enquête après l'évasion spectaculaire de jeudi dans ce centre carcéral. L'ancien sénateur Nenel Kassi n'a pas répondu ce vendredi à la convocation de la direction centrale de la police judiciaire. Son avocat, maître André Michel, a également brillé par son absence. Le chef de gang Arnel Joseph a été tué lors d'échanges de tirs avec des agents de la police nationale d'Haïti dans la commune de l'Esther, département de l'Artibonite. Il a été tué alors qu'il voulait se rendre à Savien afin de rejoindre le gang Grand Griffe dirigé par le dénommé Luxon. Avant incident hier, il y a 1542 prisonniers dans la prison Croix-des-Bouquets. Des comptes qui fait matin vendredi a fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui sont dans la cellule. Il y a 25 personnes qui mourent, là-dedans il y a 6 prisonniers avec inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable de la prison. Parmi les prisonniers qui tombent, il y a Arnel Joseph qui était attaqué, une patrouille de la police qui était campé moto, qui était sous l'IA. La police ripostait et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques, la police confirmé, c'est Arnel Joseph qui tombé jeudi. Monsieur a dirigé gang Village de Dieu en Val-Talmonte Basli dans Savien, la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée, rive reprendre tout, 60 prisonniers qui t'a tenté de sauver. Il y a plus passé 200 lots, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rivé et récupéré tout, 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm, sans compter divers bonbons de gaz qui étaient gaillés dans la cour prison. N'a précisé, parmi les gens qui mourent, gagné ces 5 citoyens prisonniers ont été attaqués sous route pendant qu'ils ont sauvé. La justice a continué de travailler dans le moment où on a parlé là pour identifier toutes victimes. Après l'incident, dans la prison civile Croix-des-Bouquets, l'autorité a formé 3 commissions. Première commission, c'est l'inspection générale qui a fait enquête administrative pour fixer responsabilité interne. Deuxième commission, c'est commission direction centrale police judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait aller devant la justice. Troisième commission, son commission direction administration pénitentiaire qui pral gen pour enquêter sur cause mouvement ça avec moun qui impliqué là-dedans. Tout gouvernement avec la police qui mobilisé, mandé population rester tête frette, continuer collaborer avec force l'audio pour arriver couper tout bandit qui pensait au cas Simendey dans mi-temps population. Citoyen qui tombé malheureusement pour lui c'est attaquer la police riposté li tombé. Ni la police ni le gouvernement a toujours souhaité c'est la justice qui arrive juger tout le monde qui est impliqué dans n'importe qui mauvais acte et puis décider sous soi. Si pour laguer, si pour condamner, Seul ça n'a précisé la police avec tout le gouvernement pour continuer à faire travailler pour sécuriser la population. Gagner enquête qu'on dit le cap mené sous sa crivé détail pour disponible. Mais ça n'a dit objectif là c'était tenter vider prison. Mais vigilance la police permet que ça pas arrive fait, c'est bloc Arnel Joseph là qui te gagné et plus l'obéi là-dedans. Donc la police est arrivée pour contrôler la situation rapidement.
La Croix des Bouquets a été hier au centre de toutes les discussions, tous les médias en ont parlé, les réseaux sociaux étaient pleins de photos et de reportages. Une mutinerie avait éclaté à la prison centrale de la Croix des Bouquets, la prison civile de la Croix des Bouquets. Alors nous allons faire un peu le point sur la situation des prisons, c'est quoi une mutinerie, comment est-ce qu'on gère les évasions dans ce cas-là. Et notre invité en visioconférence est M. Clifford Larose, qui est un ex-directeur général de l'administration pénitentiaire nationale d'Haïti. Bonsoir, M. Larose. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Bon, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et Monsieur Larose, bon, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur la sécurité dans les prisons? Parce que c'est pas la première fois que la prison civile de la Croix des Bouquets fait parler d'elle. En effet, la sécurité pénitentiaire, la sécurité des prisons est en réalité transversale. Parce que la prison ne peut pas seule assurer sa sécurité. Mais par contre, la mission de l'administration pénitentiaire, c'est de garder, c'est le premier volet, et de réhabiliter les détenus sous sa garde. Mais pour ce qui concerne la sécurité externe, ordinairement, l'administration pénitentiaire fait appel au commissariat et les autres entités spécialisées de la PNH. Parce que normalement, la prison s'occupe de la sécurité interne, pas de la sécurité externe. Ben, c'est ce qui s'est passé hier à la Croix des Bouquets. On a vu des tas d'unités de la PNH, unités spécialisées, venir en renfort autour de la prison, sécuriser et tout le périmètre. Mais comment est-ce qu'une mutinerie commence? Comment des hommes et des femmes qui sont enfermés dans des cellules arrivent à en sortir et dans le cas de la Croix des Bouquets hier, c'était quand même très grave, à s'emparer de l'armurerie, c'est-à-dire qu'ils ont été armés à la fin. Pas à la fin. Dès le début. Je vais m'étendre là-dessus un peu plus tard. Oui. En réalité, la réponse à la question comment commence une mutinerie, la mutinerie commence par le commencement. Oui. C'est pour nous autres, et spécialistes en question pénitentiaire, le commencement. Le commencement, en réalité, c'est l'ensemble des situations qui sont à l'origine même de ces deux situations. Par exemple, le premier aspect, c'est la sécurité. Si, dans cette prison, les détenus voient qu'il existe une brèche de sécurité, c'est sûr qu'ils vont tenter d'y pénétrer par cette porte. Disons, de partir par cette brèche. Malheureusement, pour ce qui est arrivé, malheureusement pour ce qui est arrivé, et hier dans la prison, c'est que, premièrement, c'était prévisible. Ce qui s'est passé hier, c'était prévisible. Non seulement c'était prévisible en raison de la situation générale du pays, mais c'était aussi prévisible en raison des problèmes récurrents que connaissent le système pénitentiaire. Et pas de conséquences que connaît la prison civile de la Croix des Bouquets. Comment peut-on imaginer une prison aussi dense, avec des prisonniers de haut profil, et que cette structure-là, d'une certaine manière, ne réponde pas aux normes de sécurité? Par exemple, il y avait peu d'agents pour pouvoir contrôler
ce qui s'est passé hier. Mais pourquoi, monsieur Larose, la prison civile de la Croix-des-Bouquets est présentée comme une prison de haute sécurité? Laissez-moi rire. Non, mais c'est ça que je dis. En Haïti, il n'existe même pas de prisons de sécurité, voire de prisons de haute sécurité. Bon, parce ok. que une prison soit de haute sécurité, cela fait appel au moins à 5 couches de sécurité. Et les prisons haïtiennes, les meilleures n'ont que 3 couches. Bon. Par exemple, pour ce qui s'est passé à la prison de la Croix-des-Bouquets, c'est clair que ce n'est pas une prison de haute sécurité. Comment quelqu'un puisse avoir en sa possession, à l'intérieur de la prison, des armes à feu? Où ces armes sont passées? C'est une question que normalement l'administration pénitentiaire devait répondre. Dans une prison, il existe une stratégie de fouille systématique. Excusez-moi, monsieur Larose. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les armes que les prisonniers avaient hier à la prison de la Croix-des-Bouquets, ce sont des armes qui venaient de l'extérieur et non pas de l'armurerie de la prison elle-même? Les premières armes étaient cachées dans les cellules des prisonniers. D'accord, à partir de ces armes-là, ils ont pu aller à l'armurerie. La sentinelle qui était de faction. C'est ça. Et ils ont pris les armes qui étaient disponibles. Et vous allez me demander pourquoi, normalement, ces détenus auraient dû être en cellule au moment où cela s'est passé. Bon, ça peut arriver qu'il existait certains détenus qui étaient dans leur moment de récréation. D'ailleurs, dans le système pénitentiaire, les moments les plus fragiles, ce sont surtout les moments de récréation où les détenus sont sur la cour et à la fin de la récréation où les détenus doivent regagner leur cellule. Oui, bien Donc, sûr. il est clair que la première attaque venait des prisonniers qui étaient déjà armés. D'accord. Ne vous laissez pas confondre avec cette histoire. Il n'y a pas eu d'invasion. Il n'y a pas eu des gens armés venus de l'extérieur. Oui. Donc, les prisonniers c'était une mutinerie interne. Oui. Parce qu'elle est venue de l'intérieur. C'est ça, oui. Bon, maintenant, monsieur Larose, bon, tout le monde sait que dans aucun pays du monde, la prison n'est un endroit agréable. Mais il y a des pays qui traitent plus ou moins bien leurs prisonniers. Et Haïti a la réputation, vous allez me confirmer ou m'infirmer, de ne pas très bien traiter ses prisonniers. Est-ce que vous confirmez? Bien sûr, je confirme, mais avec un bémol. Le bémol est qu'il faut voir la prison dans le contexte haïtien. S'il devait avoir une prison meilleure de ce qui se passe dans nos bidonvilles, meilleure de ce qui se passe dans les rues, où les détenus sont bien traités, ils ont leur nourriture équilibrée 3 fois par jour, facilement, ce serait beaucoup plus facile de faire de la prison le pays et de faire du pays la prison. C'est le premier aspect. Donc, la prison est toujours à l'image du pays. Je ne dédouane pas l'administration pénitentiaire qui ne prend pas soin des détenus. Parce que les règlements internes de l'administration pénitentiaire établissent que les détenus, au moins, ont droit à 2 repas par jour. Ils ont droit au moins à 1 heure de récréation par jour, ce qui n'est pas souvent le cas. Ça, c'est l'autre aspect. Je dirais même, en termes de traitement, l'administration pénitentiaire traite ses prisonniers à partir d'un standard international établi par les règles minimales pour le traitement des détenus, que dans les années 90, on vient de baptiser maintenant, on parle des règles Nelson Mandela. Les règles de l'administration pénitentiaire sont calquées sur ce modèle-là. Donc on ne peut pas réellement avoir
une prison en termes de traitement qui est meilleur que le traitement que reçoivent nos concitoyens au jour le jour. D'accord. Eh bien, comme nous parlons de cela, il y a un point qui a fait, bon, je ne dirais pas scandale, mais que tout le monde a remarqué. Beaucoup de photos qui sont parues dans les réseaux sociaux et la presse et ont montré une série de prisonniers entassés les uns sur les autres et entièrement nus. Vous avez vu ces photos aussi, j'imagine, Monsieur Larose. Alors, est-ce que c'est une pratique courante lorsque l'on rattrape des prisonniers qui ont essayé de fuir, de les mettre nus et de les entasser les uns sur les autres? Est-ce que c'est une pratique courante? Ça ne devait pas se faire. Et j'ai eu moi-même à vivre cette situation lorsque j'étais directeur de l'administration pénitentiaire. On a eu une mutinerie, je crois que c'était en novembre 2000, depuis 4 heures de l'après-midi, et on a pu reprendre contrôle de la prison à 5 heures du matin. Comme directeur de l'administration pénitentiaire, je suis sorti parce qu'il y avait plein de journalistes, par faiblesse pour le métier, parce que probablement vous ne le savez pas, j'ai eu une très longue et bonne carrière en tant que journaliste. Je suis sorti pour informer les journalistes qu'enfin on a eu le contrôle de la prison. Très bien. Et à ma grande surprise, en retournant à la prison, ils avaient des prisonniers dans toute la cour, entassés, nus. À ce moment, j'étais choqué et était bien obligé au lendemain d'assumer ce qui s'est passé, ce qui est apparu dans les journaux. Le principe est que normalement, quand une institution reçoit de l'aide d'une autre institution à l'intérieur de la police, donc l'institution qui vous donne de l'aide est sous la responsabilité de l'institution qui l'accueille. Par exemple, c'est aujourd'hui, c'est la première fois que je vais le dire, que le directeur de l'administration pénitentiaire n'avait pas pris la décision de mettre à nu ces deux détenus. La raison est simple, c'est parce que tout simplement, ceux qui intervenaient dans la prison à l'époque, Simon, ne connaissaient pas les règles. Ce sont les Simons qui ont pris cette décision. Mais en tant que directeur de l'administration pénitentiaire, en tant que leader, tout ce que fait, tout ce que ne fait pas, tout ce que fait mal subalterne, ceci engage la responsabilité directe du leader. C'est pour cela qu'à un certain moment, je n'ai pas dit, ah non, ce n'était pas moi, c'était Simon, non, jamais. Donc, le premier aspect, c'est le premier aspect. Le second aspect, il est clairement dit, et c'est généralement établi dans les règles pénitentiaires internationales, qu'on peut fouiller à nu des détenus. Article, chapitre 4 ou 5 des règles internes de l'administration pénitentiaire, article 154 jusqu'à article, je crois, 155. Il y a la fouille par palpation, il y a la fouille à nu. Mais il est clairement dit, pour fouiller à nu un détenu, il faut que ce détenu soit à l'abri des regards. Et les règles sont claires. On peut fouiller un détenu au moment de sa sortie pour aller au tribunal. Quand il revient au tribunal, quand il va au parloir pour recevoir sa famille, quand il revient du parloir. C'est une pratique courante établie par les normes, mais normalement cela doit se faire sous contrôle et en dehors des regards indiscrets. Donc tout ce qui se fait en termes de fouille par accord, on appelle ça fouille accord, il y a fouille par palpation et fouille accord, donc tout ce qui se fait publiquement sont à retrouver. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, merci de toutes ces précisions, Monsieur Clifford Larose. Bon, et hier, le bilan était déjà de 6 morts, malheureusement, et il y a votre collègue qui a été un des premiers abattu, le directeur de la prison de la Croix-des-Bouquets, et aujourd'hui, on apprend que ça a été le tour d'Arnel Joseph qui a été retrouvé et qui a également perdu la vie lors de son arrestation. Eh bien bon, et Monsieur Larose, merci de ces précisions. Et j'imagine qu'il n'y a pas un centre pénitentiaire ici en Haïti qui soit meilleur qu'un autre. Ils sont tous à peu près dans le même état. Voilà. Ouais. À moins qu'il faut mettre un bémol, on peut tout simplement parler
du centre de détention pour les femmes et les filles mineures à Kabale. Mais en dehors de ça, il n'existe pas de centre de détention moderne en Haïti. C'est faux. Bon. Eh bien, voilà un dossier qu'il va peut-être falloir ouvrir un de ces jours, hein, parce que non seulement il y a l'encombrement des prisons, il y a les détentions prolongées, et bon, tout ça... Le mot honnêtement est bien choisi, parce qu'ordinairement, on fait l'amalgame entre encombrement des prisons et surpopulation carcérale. Il y a surpopulation carcérale, selon les normes, il faudrait au moins dépasser le cap de 1 détenu par 1000 habitants. En réalité, on est plus ou moins à ce stade-là. Mais en réalité, aujourd'hui, on peut surtout parler d'encombrement des prisons, c'est-à-dire que l'espace existant n'a pas la capacité pour recevoir les détenus qui arrivent. Donc à ce moment, c'est beaucoup plus encombrement de l'espace existant au lieu de surpopulation carcérale. Mais c'est aussi le cas d'un pays comme la France, où les prisons sont aussi surchargées, et où là où il y a une prison qui était prévue pour 1500 détenus, il y en a 2000, 2500. Ce n'est pas propre à Haïti. Mais un aspect aussi important à souligner, c'est que le grand problème que nous avons ici en Haïti, pratiquement, nous n'avons pas d'alternative à la prison. C'est ça. Un médecin qui, par mégade, a percuté quelqu'un dans les rues parce qu'il n'était pas sobre, il était en état d'ébriété, automatiquement, on envoie ce médecin en prison. Alors, s'il existait en Haïti le TIG, les travaux d'intérêt général, on aurait pu condamner ce médecin à passer 3 mois à traiter, à soigner les prisonniers pendant ces 3 mois comme peine. Mais malheureusement, en Haïti, en fonction de l'infraction, la seule alternative, c'est la prison. D'où l'une des raisons de ces encombrements. Très bien. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Monsieur Larose. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur ce qui se passe derrière les barreaux. Merci et bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Métropole. C'est plutôt à moi de vous remercier. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'était Monsieur Clifford Larose, ancien directeur général de l'administration pénitentiaire nationale d'Haïti, APENA, qui nous éclairait sur ce qui se passe dans les prisons, comment les mutineries commencent, les habitudes que l'on voit et qui malheureusement ne sont pas acceptées, comme de mettre les prisonniers nus. Cela n'est pas prévu, mais nous a-t-il dit, ce n'est pas le personnel pénitentiaire qui a fait ça, ce sont les forces de la police nationale qui étaient venues en renfort et qui ont procédé à ce genre de choses. L'ancien sénateur Nenel Kassi a boudé la convocation de la direction centrale de la police judiciaire ce vendredi. Son avocat, maître André Michel, ne s'est pas non plus présenté. En vue de savoir quelle sera la suite de ce dossier, une équipe de métropole a tenté de joindre un responsable de la DCPJ, mais en vain. La convocation ne respecte pas les procédures administratives, c'est la raison principale qui est à l'origine de ce non-respect de la convocation, selon maître André Michel. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Si le flou persistait en ce qui concerne la convocation de l'ancien sénateur Nenel Kassi à la direction centrale de la police judiciaire, maintenant tout est clair et précis.
Ce vendredi 26 février, l'ancien sénateur a boudé la convocation de la DCPJ et c'est le même son de cloche du côté de son avocat, Maître André Michel. Mais c'était prévisible, tenant compte de la conférence de presse organisée hier où l'homme de loi qui s'est érigé en défenseur du concerné, en l'occurrence Maître André Michel, a souligné avoir relevé plusieurs erreurs administratives dans la convocation, notamment son objectif principal. En guise de réaction, Maître André Michel a adressé une correspondance aux responsables de la DCPJ leur demandant pour quelles raisons l'ancien parlementaire doit se présenter à la DCPJ. Un sit-in a même été prévu devant les locaux de l'institution, mais qui au final a été annulé selon une source sûre. De son côté, l'ancien sénateur Denip a rappelé qu'il a été victime récemment à Delma 40B et qu'il mérite un meilleur traitement. C'est en ce sens qu'il invite les responsables de la DCPJ à se ressaisir. Maintenant, quelle sera la suite de ce dossier? Est-ce que les responsables de la DCPJ vont céder aux différentes requêtes des membres de l'opposition? Quelles nouvelles dispositions seront prises à son encontre? Deux questions intéressantes, mais qui restent pendantes. Soulignons toutefois qu'une équipe de métropole a tenté de joindre un responsable de la DCPJ pour exposer leur version des faits ou même expliquer quelle sera la suite de ce dossier. Mais en vain, Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.